La lumière du matin est nette, presque banale. À New York, l'air a ce goût de fin d'été. Dans les tours, les ascenseurs avalent des étages, les badges bip, le café brûle les doigts. Et les fenêtres reflètent un ciel trop bleu pour porter un présage. Puis, à 8h46 40 secondes, quelque chose déchire ce scénario ordinaire. Ce n'est pas seulement un impact. C'est un bruit qui n'appartient à aucune routine. Un choc qui transforme un lieu de travail en lieu d'histoire, sans prévenir, sans transition. Le plus étrange, dans ces premières secondes, c'est que le cerveau cherche une explication rassurante. Accident. Erreur. Malchance. Parce qu'un événement est plus facile à avaler qu'une intention. Parce qu'on vit dans une ville où les sirènes existent, mais où l'inimaginable reste théorique. Et pendant que des milliers de regards se lèvent, 3 horloges commencent à se désaccorder. L'horloge du réel, celle qui avance sans pitié. L'horloge de la compréhension, celle qui hésite, qui doute, qui met des mots trop tard. Et l'horloge du pouvoir, celle qui ne peut agir que sur ce qu'elle sait, avec des procédures conçues pour un monde plus lent. À cet instant précis, personne ne possède le film complet. Les uns boien de la fumea. D'autres reçoivent une phrase fragmentaire, un appel incomplet, une alerte imprécise. Des responsables commencent à décider, sur une image incomplète. Et c'est là que le danger réel apparaît. Pas seulement ce qui se passe, mais ce que chacun croit qu'il se passe. Un peu plus tard, quand un 3e point frappe le pays, l'impensable devient concret et la réaction change de nature. Le ciel lui-même devient un problème à résoudre. Il y a des milliers d'avions en l'air, des trajectoires, des passagers, des pilotes qui attendent une consigne claire, tout de suite. Alors, pour la première fois de manière non planifiée, on commence à fermer le ciel. Faire poser, détourner, immobiliser. Réduire le monde à une consigne simple. Mais au début, au tout début, ce qui domine, ce n'est pas la certitude. C'est le décalage. Et ce décalage va décider de tout. Ce soir, on ne va pas raconter le 11 septembre comme on récite une date. On va le démonter comme un mécanisme. Parce que ce qui a frappé ce jour-là, ce n'est pas seulement du béton et de l'acier. C'est la synchronisation. Le réel qui va trop vite. L'information qui arrive par fragments. Et des institutions qui doivent décider avec des morceaux de vérité, pas avec la vérité entière. Alors, voici la promesse. Pendant cette nuit, je te donne un fil. Un fil clair, continu, sans raccourci. On va suivre l'événement heure par heure, mais surtout, on va séparer 3 choses que l'on confond toujours après coup. Ce qui se passe réellement. Ce que les gens croient être en train de se passer, et ce que le pouvoir peut faire à l'instant T, avec ce qu'il sait, et avec ce qu'il ignore. Et si tu es resté après le choc du début, c'est que tu ne veux pas seulement des images. Tu veux comprendre la logique. Tu veux comprendre pourquoi, dans un pays qui paraît tout contrôler, il existe des minutes où plus personne ne contrôle rien. Le voyage va se faire en plusieurs étapes, comme une marche nocturne. D'abord, on pose le décor du monde normal, celui d'avant la rupture. Un matin de travail, une ville qui respire, un ciel traversé par des lignes invisibles, des routes aériennes, des procédures, des habitudes. Puis on regarde les acteurs, pas seulement les grands noms, mais les rôles. Ceux qui voient, ceux qui transmettent, ceux qui décident. Ceux qui obéissent, ceux qui n'ont pas le temps. Ensuite vient l'étincelle, le moment où la machine glisse et où l'on comprend trop tard que ce n'est pas une erreur, mais une attaque. Et à partir de là, on entre dans le cœur, la mécanique. Comment une information circule, comment elle se déforme, comment une décision prise pour protéger peut créer un effet domino. Au milieu, on s'arrêtera une fois, juste une fois, pour reprendre notre souffle, résumer ce que l'on sait vraiment et ce qui reste dans l'ombre. Et puis on ira jusqu'au point de non-retour, là où l'histoire cesse d'être une suite d'actions et devient une nouvelle règle du monde. Mais avant d'aller plus loin, il y a une règle. Une règle de nuit. Ici, on ne court pas après le spectaculaire. On laisse le silence faire son travail. On écoute les détails. La lumière sur une façade, un appel interrompu, un couloir trop blanc. Une salle de crise où les mots pèsent plus que les gestes. Le rythme sera lent quand il faut comprendre, et plus rapide quand il faut sentir l'accélération, mais toujours avec un fil. Parce que notre objectif n'est pas de choquer. Notre objectif est de voir. Et je dois te donner une ligne de définition, claire, sans ambiguïté. Ce film ne raconte pas seulement ce qui s'est passé. Il explique pourquoi cela a pu se passer comme cela, minute après minute, dans un monde moderne qui croyait être préparé. Tu vas entendre des phrases comme « mais »,« pourtant », et c'est là que, non pas pour faire du théâtre, mais parce que l'histoire, la vraie, tient souvent dans des bascules minuscules.
Une information arrive trop tard. Une hypothèse rassurante tient trop longtemps. Une procédure conçue pour une crise classique rencontre une crise qui n'a rien de classique. Et à chaque fois, on se demandera « qui sait quoi, à quel moment et avec quelles conséquences ?» Mini-hook, le plus grand piège de ce jour-là, ce n'est pas le chaos. C'est l'illusion de comprendre. Alors si tu veux, abonne-toi, et surtout, reste jusqu'au milieu. C'est là que tu verras la structure derrière la sidération. Et dis-moi en commentaire, à la fin, quel instant t'a paru le plus irréel? Le premier choc, le second, le silence après. Ou la décision de transformer le ciel entier en zone d'urgence. Parce que cette nuit, on n'est pas là pour consommer un drame. On est là pour ouvrir un dossier et le lire jusqu'au bout. On remonte le fil. Avant de comprendre une journée minute par minute, il faut comprendre un décor. Parce que le 11 septembre n'a pas frappé dans un vide. Il a frappé dans une géographie précise et dans une logistique invisible, celle des distances, des couloirs, des routines, des vitesses. New York n'est pas seulement une ville. C'est une côte, une ouverture sur l'Atlantique, un nœud. Un endroit où la météo change vite, où la lumière se reflète sur le verre, où l'air peut être limpide ou chargé de brume maritime. Et ce matin-là, la saison joue son rôle silencieux. Début septembre, fin d'été, un ciel souvent stable, une visibilité qui donne confiance. La confiance est un élément du décor. Quand le ciel est clair, on croit au contrôle. Autour de cette ville, il y a une autre carte, plus froide, celle des aéroports et des couloirs aériens. Au nord-ouest, Newark. À l'est, JFK. Plus loin, LaGuardia. Et au-dessus, des routes invisibles où des avions se suivent à distance, comme des wagons sans rails. On ne les voit pas depuis la rue. Mais ils sont là, au-dessus des immeubles, au-dessus des fleuves, au-dessus des banlieues, au-dessus de la mer. C'est une logistique de circulation, pas de spectacle. Imagine une ligne simple, concrète, presque banale. Boston, New York. Une trajectoire courte à l'échelle d'un pays, mais dense à l'échelle d'un ciel. Environ 300 km. À vitesse de croisière, c'est une poignée de dizaines de minutes. Et pourtant, ce n'est pas près. Parce qu'entre un point A et un point B, il y a des couches. Contrôle, communication, procédure, et surtout, la question de qui parle à qui. Et quand. Dans une ville, l'information peut courir à la vitesse d'un pas. Mais dans un système, elle doit courir à la vitesse d'un protocole. Et c'est là que se cache le premier point d'étranglement, le choc, point qui ne ressemble pas à un pont ou à un détroit. C'est un goulot d'étranglement de compréhension. Le ciel n'a pas de barrière visible. Alors l'ordre du ciel dépend d'un réseau, radio, centre de contrôle, relais, décision. Chaque maillon a sa propre cadence. Et quand la réalité change brutalement, la réalité ne se met pas en file d'attente. L'information, elle, si. Elle arrive fragmentée, parfois contradictoire, parfois trop tard. Ce qui crée une situation paradoxale. La distance physique est faible, mais la distance informationnelle devient immense. Et pendant que ce réseau existe au-dessus de nos têtes, la ville, elle, vit au niveau du sol. Une scène ordinaire, ancrée dans la géographie. Un quai de métro où la foule se compacte, un trottoir à Lower Manhattan où des gens pressent le pas. Un vendeur qui lève un rideau métallique, un gardien qui regarde la rue avant de regarder le ciel. Le quotidien s'adosse aux mêmes avenues, aux mêmes ponts, aux mêmes couloirs de vent entre les immeubles. Ce décor n'est pas neutre. Il canalise les corps, il canalise la panique, il canalise les sirènes. Et il y a un autre détail de géographie qui compte, l'île. Manhattan est une île. Des ponts et des tunnels l'attachent au reste du monde comme des artères. Quand quelque chose se brise au cœur, ces artères peuvent se saturer. Dans une crise, les gens ne fuient pas en carte. Ils fuient en couloir réel, vers un pont, vers un ferry, vers une avenue qui descend. Voilà le théâtre physique du 11 septembre. Un ciel clair qui invite à croire que tout est stable, une côte ouverte sur l'Atlantique. Des couloirs aériens dansent au-dessus d'une île verticale, et un goulot d'étranglement qui n'est pas un lieu, mais un délai. Le temps que met un système à comprendre ce qui arrive. Parce que ce jour-là, l'événement ne va pas seulement plus vite que les voitures. Il va plus vite que la parole. Et quand la parole est en retard, le pouvoir l'est aussi. Caucho. On a le décor. Maintenant, on va regarder la structure humaine qui l'habite. Avant de parler d'un choc, il faut regarder ce qui fait tenir une société quand tout va bien. Pas les discours, pas les drapeaux, les flux. Qui gagne sa journée comment? Qui vit de quoi? Et qui peut encaisser un arrêt brutal, même de quelques heures, sans s'effondrer. Au début des années 2000, la puissance américaine ressemble à une évidence. Mais sous l'évidence,
La structure est fragile à sa manière. Elle dépend d'une circulation continue. On travaille, on consomme, on se déplace, on livre, on finance. Et si tu coupes la circulation, tu ne coupes pas seulement des trajets. Tu coupes une chaîne de revenus. Regarde la société comme 3 étages. Au rez-de-chaussée, les gens ordinaires. Ceux qui prennent le métro tôt, ceux qui font tourner les cuisines, les bureaux, les chantiers, les taxis, les hôtels. Leur richesse, ce n'est pas un portefeuille d'actions. C'est un rythme. Une paie à la semaine, un loyer à la fin du mois, un réfrigérateur qu'il faut remplir. Ils vivent dans un monde où le temps est de l'argent au sens littéral. Une journée perdue, c'est un trou réel. Au milieu, les intermédiaires. Les petits patrons, les gérants, les agences, les assureurs, les logisticiens, les responsables de sécurité, les fournisseurs. Eux, ils vivent du lien. Ils ne produisent pas seulement un bien. Ils maintiennent un service, ils sécurisent un passage, ils organisent une circulation. Leur peur n'est pas seulement l'arrêt. C'est l'incertitude, combien de temps ça dure. Parce que leur trésorerie n'aime pas les nuits blanches. Et tout en haut, les élites économiques et institutionnelles. La finance, les grandes entreprises, les décideurs qui pilotent des masses. Lignes de crédit, assurances, marchés, grandes infrastructures. Ils ont plus de marge. Mais ils ont aussi un autre problème. Quand la confiance vacille, c'est leur outil principal qui se casse. Ils vivent de promesses crédibles. Et une promesse devient fragile quand le monde montre qu'il peut basculer. Maintenant, les 2 marchandises qui comptent, celles qui traversent les 3 étages, sans qu'on les regarde comme des marchandises. La première, c'est le pétrole. Pas comme symbole géopolitique, mais comme liquide du quotidien, carburant, kérosène, transport. Quand le pétrole se tend, tout devient plus cher sans qu'on sache toujours pourquoi. Le camion qui livre, le taxi qui roule, l'avion qui vole, la chaîne du froid, la facture qui grimpe d'un cran. Ce n'est pas un sujet de plateau télé, c'est un sujet de cuisine. Pourquoi ça coûte plus? La deuxième, c'est le crédit. Le crédit comme respiration. Une carte qui passe. Un prêt qui continue. Une entreprise qui tient parce qu'une banque accepte encore de te faire confiance. Dans une économie moderne, le crédit n'est pas un luxe. C'est l'infrastructure invisible qui permet à l'ordinaire de rester ordinaire. Et voici le mécanisme simple, celui qu'il faut avoir en tête avant même d'entrer dans leur pareur. Quand un choc surgit, la réaction la plus instinctive des systèmes n'est pas de courir. C'est de se protéger. On augmente les marges de sécurité. On durcit les conditions. On réévalue le risque. Concrètement, l'assurance devient plus chère, les contrôles se multiplient, les coûts se déplacent vers le bas, et le crédit peut se resserrer. Ce n'est pas de la malveillance. C'est un réflexe. Mais un réflexe collectif peut faire plus de dégâts que l'événement initial, parce qu'il se propage partout. Et maintenant, une scène. Une table de petit déjeuner, quelque part dans le Queens ou dans le New Jersey. Un homme tient son mug, regarde l'heure, calcule mentalement. Il a un shift. Une femme épluche le courrier, voit une facture, soupire. Au bout de la table, un enfant parle d'école, et personne ne répond tout de suite. La télévision murmure en fond. Ils ne savent pas encore ce que la journée va devenir. Mais leur monde est déjà construit sur une équation. Salaire, loyer, essence, course. Chaque terme est serré. Le moindre surcoût n'est pas un concept. C'est une réduction de dîner, un retard de paiement, une fatigue en plus. Et, à quelques kilomètres, autre scène, autre table, autre monde. Une salle lumineuse, des écrans, des téléphones, des gens en chemise qui se lèvent d'un bloc. Ici, l'argent n'est pas un billet qu'on compte. C'est un signal. Une courbe. Une volatilité. Une position à couvrir. Et le même mot, risque, ne signifie pas la même chose. Pour la table du Queens, le risque, c'est « est-ce que je pourrais payer ?» Pour la salle d'écran, le risque, c'est « est-ce que le système tiendra sans se gripper ?» Mini-Hook, la chaîne LCH, celle qui fait mal parce qu'elle est simple. Le même gallon d'essence, le même ticket de caisse. La même sécurité, renforcée, au même aéroport. Mais 2 mondes. Dans l'un, on absorbe le choc avec des lignes de crédit et des décisions. Dans l'autre, on l'absorbe avec le corps, avec le temps, avec le budget du frigo. Voilà la structure sociale avant le choc. 3 étages, 2 marchandises invisibles, un réflexe de protection qui peut devenir contagieux. Et maintenant, quand le ciel va se fermer, quand l'information va se briser, ce n'est pas seulement un drame politique. C'est un système économique qui va découvrir son propre point faible, la confiance et le coût de la peur. Cậu chốt.
Avant même l'attaque, tout était déjà tendu. Avant l'explosion, il y a toujours une croyance. Pas une croyance religieuse au sens étroit. Une croyance politique, presque mécanique. L'idée que l'ordre tient, parce que quelqu'un, quelque part, a la main sur le volant. Au début des années 2000, aux États-Unis, cette croyance n'est pas un slogan. C'est un réflexe. On croit que la puissance protège. On croit que les institutions ont des plans. On croit que le monde peut surprendre, mais pas humilier. Et pourtant, sous ce vernis, la confiance est déjà une matière nerveuse. Parce qu'une démocratie moderne n'a pas un seul centre. Elle a des centres. Et quand les centres se multiplient, une question revient toujours. Qui commande vraiment, quand le temps manque? Qui a le droit de donner l'ordre? Dans l'imaginaire, c'est simple, l'État, la Maison-Blanche, Washington. Dans le réel, c'est plus subtil. Il y a des agences, des chaînes de commandement, des procédures, des responsabilités qui se superposent. Un centre peut décider d'une chose, un autre peut exécuter autre chose. Et un troisième peut découvrir trop tard que l'information n'était pas la même. L'autorité existe, mais elle circule dans des tuyaux. Et un tuyau peut se boucher. Et puis il y a ceux qui sont aimés et ceux qui sont détestés, avant même que quoi que ce soit n'arrive. Dans une société, certains portent naturellement la confiance. Les pompiers, les soignants, les gens du terrain. On les croit, parce qu'ils sont proches, parce qu'ils risquent leur corps. D'autres portent naturellement le soupçon. Les bureaucraties, les grands responsables invisibles, ceux qui parlent avec des mots trop propres. On ne les déteste pas toujours, mais on les imagine capables de cacher, de retarder, de protéger leur image. Et entre les deux, il y a une catégorie encore plus dangereuse, ceux qu'on soupçonne. Ceux qui deviennent, en quelques minutes, des ombres sur lesquelles on projette le besoin d'un coupable. Le soupçon est une énergie primitive. Quand la peur monte, le soupçon cherche une forme. Et s'il ne trouve pas de vérité rapide, il fabrique des rumeurs. La croyance centrale, celle qui va se fissurer ce jour-là, peut se résumer ainsi. Le monde est violent, mais il est lisible. Les menaces existent, mais elles sont loin, et elles sont contenues. Le territoire, lui, serait un espace stable, protégé par une supériorité technique et institutionnelle. Cette croyance est un confort collectif. Elle permet de vivre sans y penser. La peur collective, elle, existe déjà en arrière-plan, comme un bruit sourd. La peur d'être pris de court. La peur de l'intrusion. La peur que l'ennemi ne soit pas au front, mais dans le quotidien. Et dans un pays qui se sait puissant, la peur la plus toxique n'est pas la peur de perdre. C'est la peur d'être humilié. Parce que l'humiliation oblige à répondre, même quand on ne sait pas encore comment. Alors imagine la scène, avant que l'histoire ne bascule. Pas une cour royale. Une salle de réunion. Une pièce froide. Des cartes, des téléphones, des écrans. Des conseillers qui entrent et sortent. Une table où les phrases doivent devenir des décisions. Et dehors, déjà, dans l'espace public, une autre scène commence à se former. Des gens rassemblés autour d'un écran dans un hall. Des murmures sur un trottoir, des appels à la famille, des hypothèses qui s'échangent comme des étincelles. Un pays moderne a aussi sa place du village. Simplement, elle est faite de téléviseurs, de radios et de mots qui circulent plus vite que les faits. Et c'est ici qu'il faut comprendre une chose simple. La confiance n'est pas un sentiment. C'est une infrastructure. Elle relie ceux qui obéissent à ceux qui ordonnent. Elle relie la loi au geste. Et quand elle tremble, tout devient plus lourd. Chaque décision coûte plus, chaque message est interprété, chaque silence est suspect. Cautio. Avant même le premier choc, le système était déjà sous tension. Pour comprendre le 11 septembre heure par heure, il faut d'abord remplacer les institutions par des visages, ou au moins par des rôles. Parce qu'une journée comme celle-là n'est pas seulement une succession d'événements. C'est une collision d'intentions, de contraintes et d'angles morts, et chacun agit avec un bout de carte, pas avec la carte entière. Premier rôle, les contrôleurs aériens. Ils veulent une chose simple, garder l'ordre du ciel, éviter l'accident, maintenir des trajectoires sûres. Ils sont contraints par un flux continu, des procédures, et une information qui arrive par radio et écran, parfois incomplète. Leur point aveugle, c'est qu'ils pensent d'abord incident avant de penser attaque, parce que leur monde est conçu pour l'erreur, pas pour la guerre, et personne ne voit l'ensemble. Deuxième rôle, l'aviation civile, côté cockpit et cabine. Ils veulent amener l'avion à destination, protéger les passagers, rester dans le cadre du normal. Ils sont contraints par l'isolement, une porte, un protocole, des minutes où la situation change plus vite que les consignes. Leur point aveugle, c'est qu'ils ne savent pas ce que le sol sait, et le sol ne sait pas ce qu'ils vivent,
et personne ne voit l'ensemble. Troisième rôle, les passagers et les gens ordinaires au sol. Ils veulent survivre, retrouver un proche, comprendre ce qui se passe, trouver une sortie, une instruction, une certitude. Ils sont contraints par la panique, la foule, l'absence de plan personnel pour l'impensable, et des rumeurs qui voyagent plus vite que les faits. Leur point aveugle, c'est qu'ils croient que quelqu'un doit forcément savoir, alors que souvent, personne ne sait encore, et personne ne voit l'ensemble. Quatrième rôle, les premiers secours, pompiers, police, ambulanciers. Ils veulent entrer, extraire, sauver, imposer une logique dans le chaos, faire ce pour quoi ils ont été formés. Ils sont contraints par le terrain, fumée, débris, communication saturée, informations contradictoires. Et une urgence qui ne laisse pas le luxe de l'analyse. Leur point aveugle, c'est qu'ils ne peuvent pas mesurer l'évolution globale d'un danger structurel en temps réel. Ils voient le couloir, pas la tour entière, et personne ne voit l'ensemble. Cinquième rôle, la chaîne de défense et de sécurité, l'appareil qui doit répondre. Ils veulent identifier l'ennemi, protéger l'espace, restaurer une forme de contrôle, montrer que l'État tient debout. Ils sont contraints par la preuve. On ne déclenche pas certaines actions sans information solide, sans confirmation, sans coordination. Et la coordination prend du temps. Leur point aveugle, c'est qu'ils sous-estiment toujours la vitesse à laquelle le réel peut devancer la procédure. Et personne ne voit l'ensemble. Sixième rôle, les responsables politiques au sommet, la salle où l'on doit donner un sens. Ils veulent préserver la légitimité, éviter la panique nationale, décider vite, parler juste et préparer la suite sans paraître hésiter. Ils sont contraints par l'image publique. Chaque mot devient une arme, chaque silence devient une accusation. Chaque erreur devient une cicatrice politique. Leur point aveugle, c'est qu'ils croient pouvoir rattraper l'événement par le récit, alors que l'événement, lui, continue sans attendre, et personne ne voit l'ensemble. Et maintenant, le conflit d'intérêts, celui qui va traverser tout le film. D'un côté, le réflexe sécurité totale. Fermer, bloquer, neutraliser, accepter le coût économique et social pour réduire le risque. De l'autre, le réflexe continuité. Maintenir des flux, éviter l'arrêt total, préserver la vie ordinaire. Parce que l'arrêt lui-même peut devenir une crise. Ces deux camps ne sont pas des méchants et des gentils. Ce sont deux logiques. Mais quand elles se heurtent, elles créent une zone grise où chaque minute compte. Et où une décision, prudente, peut produire une conséquence imprévue. Caucho. Chacun a un rôle, chacun a une contrainte, chacun a un angle mort. Et c'est précisément pour cela que la journée va glisser, parce que personne ne tient la totalité du puzzle au moment où il faudrait le tenir. Septembre 2001. Un mardi matin. Une date qui, sur le papier, ressemble à n'importe quel autre jour de travail. Il y a des gens qui entrent dans des tours avec des dossiers sous le bras. Des passagers qui s'attachent la ceinture pour un vol domestique banal. Des contrôleurs qui regardent des points lumineux bouger sur des écrans, comme ils le font tous les jours. Et c'est précisément ça, le piège. Parce que la catastrophe la plus efficace est celle qui se glisse dans la normalité. Puis, soudain, la machine commence à glisser. Le premier choc ne fait pas seulement un trou dans un bâtiment. Il fait un trou dans le sens. Pendant quelques instants, l'esprit collectif refuse la lecture la plus violente. Accident. Erreur. Malchance mécanique. Et c'est là que tu peux presque entendre l'hésitation, comme une respiration retenue. Dans la rue, un homme lève les yeux et reste figé, non pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il ne comprend pas. Dans une salle, quelqu'un se penche sur un écran et dit une phrase simple, presque administrative, comme si les mots pouvaient dompter la fumée. On observe. On appelle. On verify. On cherche une explication qui ne change pas le monde. Mais il y a un deuxième instant, plus froid encore que le premier. Celui où l'hypothèse accident tient encore, et où cette hypothèse coûte du temps. Ce temps est invisible. Mais il s'empile. Et quand il s'empile, il devient une dette. Alors arrive le basculement. Ce n'est plus un événement isolé. Ce n'est plus une malchance. C'est une intention. Et une intention n'appartient pas au même univers que l'accident. Une intention signifie « quelqu'un a choisi ». Quelqu'un peut recommencer. Quelqu'un a peut-être prévu la suite. À ce moment-là, deux camps apparaissent instantanément, même si personne ne les nomme encore. Le premier camp, c'est la sécurité totale. Il veut arrêter le mouvement. Il veut fermer, immobiliser, réduire l'espace des possibles. Il accepte l'idée que l'économie, la routine, la liberté de circuler peuvent attendre, parce que la priorité est d'empêcher le prochain coup. Le second camp, c'est la continuité. Il veut maintenir une forme de vie normale,
parce que la panique est aussi une arme. Il veut éviter que le remède devienne une autre crise. Il se dit, si l'on arrête tout, si l'on bloque tout, le pays peut se paralyser de l'intérieur, et l'ennemi obtient un autre type de victoire. Mais voilà le problème. Ces deux camps ont raison à la fois. Et c'est justement pour ça que la décision est atroce. Parce qu'en temps réel, tu ne sais pas si tu es au bord d'une seconde vague ou au bord d'un effondrement de confiance. Et pourtant, il faut choisir. Il faut trancher sans voir l'ensemble. C'est là que l'on peut définir l'élément déclencheur, le vrai. L'inciting incident ne crée pas la crise. Il la rivela. Il révèle les délais, les angles morts, les procédures conçues pour un autre monde. Il révèle qu'un système moderne peut être extrêmement performant, et pourtant vulnérable à une attaque qui joue avec sa vitesse de compréhension. Il révèle que le contrôle n'est pas une force brute, mais une coordination, et que la coordination a besoin de temps. Et ce qui rend ce moment encore plus vertigineux, c'est que l'histoire avance pendant qu'on la comprend. On n'a pas le luxe de l'après-coup. On n'a pas les mots. On n'a pas les cartes complètes. On a des fragments, des appels, des écrans, des silhouettes dans la fumée. Et une nation qui commence à sentir que la journée ne sera pas seulement tragique. Elle sera fondatrice. À partir de là, tout s'accélère. Premier cycle. Une cabine de pilotage au-dessus du Midwest. Le ciel est clair, la route est tracée, l'avion est un couloir stable dans l'air. Et puis la voix du contrôle tombe, plus sèche que d'habitude, comme si chaque syllabe pesait. On ne parle plus d'un délai. On parle d'un ordre. A terror. Au plus proche. Le pilote regarde ses instruments, puis regarde le monde, des centaines de trajectoires autour, des avions qui, d'un seul coup, ne savent plus quelle est la normalité. À ce moment-là, les passagers ne voient pas une guerre. Ils voient une attente qui s'allonge, un couloir qui se referme, une destination qui s'éloigne. Le mécanisme, ici, n'est pas abstrait. C'est un geste industriel colossal, arrêter le ciel. Le 11 septembre, l'aviation civile américaine est un flux, un système où l'on ne coupe pas simplement un interrupteur. Pourtant, l'ordre tombe et se propage. On passe d'un ciel organisé à un ciel qui doit se vider. Au moment où l'ordre est donné, il y a des milliers d'appareils en l'air, plus de 4. 500, parfois comptés précisément à 4. 546 selon certaines synthèses, et chacun doit trouver un sol, une piste, une place, un taxiway, une porte. Ce n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question de logistique instantanée. Capacité des aéroports, saturation des fréquences radio, priorité de déroutement. Gestion des carburants, et surtout, gestion de l'inconnu. Un avion ne peut pas se garer n'importe où. Un aéroport ne peut pas absorber indéfiniment. Et une décision prise pour protéger peut, mécaniquement, créer un embouteillage national. La conséquence touche immédiatement la vie ordinaire. Dans les terminaux, des foules se figent devant les écrans. Des familles se séparent au téléphone avec des phrases trop courtes. Des voyageurs deviennent des dormeurs sur moquette. Des villes reçoivent des avions qui n'étaient pas à elles, des passagers qui n'ont plus de route. Des bagages qui se perdent dans une géographie improvisée. Et ce qui devait être temporaire devient un nouveau temps, l'attente. Caoutchouc. Ce jour-là, la première matière qui se brise, ce n'est pas le verre, c'est la circulation. Mais le pire, c'est que l'arrêt du ciel ne stoppe pas seulement des voyages. Il stoppe des chaînes entières, et c'est là que ça commence vraiment. Deuxième cycle. Un entrepôt, quelque part sur la côte. Des palettes attendent. Des cartons étiquetés. Des pièces détachées. Des médicaments. De la simple marchandise du quotidien, celle qui ne fait jamais la une parce qu'elle doit juste arriver à l'heure. Le responsable logistique regarde son planning et comprend que ce qu'il gère n'est plus un retard. C'est une rupture. Parce qu'un réseau moderne ressemble à une respiration. Tu ne le vois pas, mais si tu le bloques, tout le corps le sent. Le mécanisme est un effet domino. L'aérien n'est pas seulement des passagers. C'est un accélérateur de flux. Quand il s'arrête, d'autres modes doivent absorber. Route, rail, parfois rien du tout. Et là, les délais se transforment en coûts. Les stocks, juste à accent gravetant, deviennent vulnérables. Les entreprises découvrent que leur stabilité dépendait d'une vitesse qu'elles avaient fini par considérer comme acquise. Dans le même temps, les aéroports, eux, deviennent des lieux de friction. Sécurité renforcée, opérations suspendues. Décisions qui changent d'heure en heure, et des consignes qui ne sont pas toujours uniformes au même instant dans tout le système. Le flux se casse à deux niveaux. Il se casse dans l'air, et il se casse dans la confiance organisationnelle. La conséquence touche encore une fois le quotidien, mais autrement. Ce n'est plus seulement « je ne pars plus ».
C'est « je ne reçois plus ». Un atelier manque une pièce. Une clinique attend une livraison. Un petit commerce perd sa journée, puis en perd deux. Et on comprend soudain que la modernité, ce n'est pas une force magique, c'est une dépendance à des tuyaux invisibles. Cautio. Quand le ciel s'arrête, le sol ne compense pas, il encaisse. Et pourtant, au même moment, une autre matière commence à manquer, l'information fiable. Et c'est là que la panique peut devenir un marché. Troisième cycle. Dans une salle d'écran, des mains saisissent des téléphones, des stylos, des fiches. Dans un bureau d'aéroport, un manager refait les priorités minute par minute. Dans un cockpit, un pilote demande « Confirmé ». Et la réponse tarde parfois, pas par négligence, mais parce que l'ordre n'est plus un ordre unique. C'est une cascade d'ordres. Le pays tente de transformer une réaction d'urgence en architecture. Qui peut voler, qui ne peut pas, qui a une exemption, qui est bloqué. Combien de temps? Le mécanisme, ici, est celui du risque. Quand tu ne sais pas si la menace est terminée, tu durcis tout. C'est humain et c'est institutionnel. Ce durcissement a un coût matériel. Sécurité, contrôle, immobilisation, retard. Et il a un coût économique. Les compagnies, les aéroports, les métiers autour de l'aérien encaissent un choc immédiat. Pendant que la société accepte un prix collectif au nom d'une priorité supérieure, empêcher la répétition. Mais ce choix crée une tension. La sécurité exige de ralentir, l'économie exige de repartir. Et plus le temps passe, plus cette tension devient un bras de fer silencieux. La conséquence, cette fois, est psychologique et quotidienne à la fois. Le voyage, hier banal, devient suspect. Le terminal devient un filtre. La simple idée de monter dans un avion change de texture. Et dans ce changement de texture, une nouvelle économie de la peur apparaît. Assurance, coût de conformité, procédure. Et l'impression diffuse que le monde a perdu une innocence technique. Cautio. Le premier engrenage matériel du 11 septembre, c'est la fermeture du ciel. Mais dès qu'on ferme le ciel, on ouvre une autre crise, celle des réactions en chaîne, et c'est exactement ce qu'on va suivre maintenant. Quand le premier engrenage matériel se bloque, il ne reste jamais local. Il se propage. Parce qu'une économie moderne n'est pas une somme d'entreprises, c'est une chaîne d'anticipation. Et une anticipation qui se casse devient contagieuse. Première propagation, le risque se reprisse. Dans les heures qui suivent, un mot remonte partout, comme une marée froide, incertitude. Et l'incertitude n'aime pas les détails. Elle simplifie. Elle durcit. Elle transforme des procédures normales en barrières. Dans un bureau d'assurance, un analyste regarde une ligne de contrat et ne voit plus une ligne. Il voit un gouffre possible. Alors il fait ce que fait tout système quand il a peur. Il augmente la marge de sécurité. Il requerit. Il exige plus de garanties. Il retarde la signature. Et ce geste, minuscule, rationnel au niveau d'une entreprise, devient irrationnel au niveau d'un pays. Voilà le premier feedback loop. Plus la peur monte, plus on renchérit le coût de la confiance. Plus la confiance coûte cher, plus les flux ralentissent. Plus les flux ralentissent, plus l'économie ressemble à un animal blessé. Et plus elle ressemble à un animal blessé, plus la peur monte. Deuxième propagation, la foule découvre qu'elle vit sur des tuyaux invisibles. Scène. Un terminal d'aéroport. La moquette est tachée de passage, les néons fatiguent l'œil, et il y a ce bruit qui n'est pas un bruit. Une rumeur continue. Faite de phrases coupées, de noms qu'on répète, de tu as entendu, qui se multiplient. Des gens dorment assis. D'autres marchent sans but, comme si marcher pouvait produire une solution. Les écrans affichent des annulations, puis des annulations encore, puis des mots vagues qui font mal. Information à venir. Et dans la foule, il y a cette transformation subtile. Le voyageur devient un citoyen vulnérable. Il ne demande plus « à quelle heure je pars ?» Il demande « qu'est-ce que je dois faire ?» À l'extérieur, la même logique se répète en version urbaine. Des vitrines allumées trop tôt. Des fils aux distributeurs. Des gens qui achètent, non pas parce qu'ils ont besoin, mais parce qu'ils n'ont plus confiance dans la continuité. Le stock devient un talisman. Le plein d'essence devient un réflexe. La batterie de téléphone devient une angoisse. Ce n'est pas la pénurie qui crée la ruée. C'est la ruée qui fabrique l'impression de pénurie. Et là encore, le feedback loop se ferme. Plus on craint de manquer, plus on vide. Plus on vide, plus on croit qu'on manque. Troisième propagation, une petite décision, un grand effet. Dans une tour de bureau, un directeur financier prend un stylo et trace une ligne sur un document. Gel. Il ne dit pas « on panique ».
Il dit « on attend ». On repo route. On suspend les voyages. On gèle les recrutements. On bloque les dépenses non essentielles. Ce geste-là, pris isolément, est prudent. Il protège l'entreprise. Mais quand 1000 entreprises font la même chose dans la même semaine, la prudence devient un choc secondaire. Le choc économique n'est plus seulement l'arrêt du ciel. C'est l'arrêt de la projection. L'arrêt de l'avenir immédiat. Et cette décision minuscule déclenche une chaîne. Moins de voyages d'affaires, c'est moins d'hôtels, moins de taxis, moins de restaurants. Moins de commandes, c'est moins d'heures pour les sous-traitants, moins de trajets pour les livreurs, moins de paie pour ceux qui vivent au mois. L'élite absorbe par des réserves. Le rez-de-chaussée absorbe par le corps. Et c'est là que l'événement se met à toucher des gens qui n'ont jamais vu la fumée de New York, qui n'ont jamais entendu une sirène à Manhattan. Mais qui sentent la crise dans une enveloppe de salaire, dans un shift annulé, dans une facture qui ne pardonne pas. Pendant ce temps, un autre espace se fracture, celui de l'information. Parce que l'économie peut accepter de payer un coût, si elle comprend la raison du coût. Mais quand la raison est floue, la peur devient un marché. Chaque rumeur a un prix. Chaque, on dit, fabrique un comportement. Et chaque comportement, multiplié, produit un fait social. Les lignes téléphoniques saturent. Les médias répètent les mêmes images. Les gens cherchent une certitude, n'importe laquelle, et la répétition se transforme en anesthésie. On regard. On re-regard. Et plus on regarde, plus le réel paraît irréel. C'est un poison lent, la sidération. Dans la sidération, on n'agit pas toujours mieux. On agit parfois en bloc, et c'est là que les systèmes dérapent. La question devient alors, qu'est-ce qui stabilise? Dans un monde normal, la stabilisation vient de routines partagées. Les horaires, les procédures, les prix, les promesses. Mais quand le choc détruit la routine, il ne reste qu'une chose pour empêcher le pays de se disperser en réactions individuelles. Une réponse centrale. Un signal d'autorité, pas seulement pour punir ou pour frapper, mais pour redonner une forme à la journée, une forme à la peur. Et c'est à ce moment-là que le mécanisme 1, celui des flux et du risque, touche sa limite. On peut ralentir un système. On peut même l'arrêter. Mais on ne peut pas le laisser dans l'indétermination trop longtemps. Parce que l'indétermination, elle, est plus chère que le choc. Elle s'infiltre partout. Elle transforme chaque geste en soupçon. Chaque déplacement en menace. Chaque voisin en question. Caucho. Ce n'est pas seulement l'attaque qui fait trembler un pays. C'est la propagation de la peur dans les tuyaux économiques jusqu'à ce que la société réclame une chose simple, brutale, presque primitive, un ordre. Et le pouvoir doit répondre. Le pouvoir, quand il est frappé, ne commence pas par comprendre. Il commence par se défendre. Parce que sa première mission n'est pas d'avoir une théorie parfaite. C'est d'empêcher la seconde vague, même si la première n'est pas encore entièrement lisible. Et ce réflexe a une forme reconnaissable, presque universelle. 3 gestes. 3 décisions qui tombent comme des pierres dans un lac, et dont les ondes vont toucher des millions de vies. Premier geste, l'ordre brut, militaire, qui dit au pays que le ciel n'est plus un espace neutre. Dans les heures du 11 septembre, au cœur d'un bunker et de couloirs surveillés, la question devient irréelle. Si un avion ne répond plus, que fait-on? On ne parle plus de sécurité aérienne. On parle de tir. De l'autorisation de détruire un appareil civil pour éviter une cible au sol. C'est une décision impossible, parce qu'elle heurte tout, le droit, la morale, la représentation même de l'État protecteur. Et pourtant, elle est discutée, transmise, formulée comme un ordre, au nom d'une priorité supérieure. Empêcher l'impensable de se répéter. Deuxième geste, la décision de nommer la crise, juridiquement, pour transformer l'événement en régime d'exception assumé. 3 jours plus tard, le 14 septembre 2001, une proclamation officielle affirme qu'un état d'urgence national existe en raison des attaques et de la menace immédiate d'autres attaques. Ce n'est pas seulement du papier. C'est un signal. Le pouvoir dit, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est une situation où l'État se dote de leviers supplémentaires. Et quand un État se dote de leviers supplémentaires, il ne revient jamais exactement au même point. Troisième geste, l'alliance, la transformation d'une douleur nationale en cadre international. Le 12 septembre, l'OTAN invoque l'article 5, la clause de défense collective, en réponse aux attaques. C'est un geste lourd de symbolique. L'attaque n'est plus seulement un crime, elle devient une agression qui concerne un bloc. Le pouvoir, ici, cherche quelque chose d'essentiel, la légitimité par le collectif. Quand on est frappé au centre, on veut prouver qu'on n'est pas seul. Mais cette internationalisation a un prix.
Elle ouvre aussi la porte à une logique de guerre, donc à une logique de durée. Et maintenant, la scène Fonkin, celle où ces décisions prennent corps. Une pièce sans fenêtre, lumière blanche, air sec. Une table, des dossiers empilés, des cartes, des téléphones qui vibrent avant même de sonner. Un seau, un tampon, des feuilles qu'on signe trop vite, parce que ne pas signer serait déjà un aveu de faiblesse. Dans le couloir, des gardes immobiles, oreillettes, regards fixes, comme si leur silence devait compenser le tremblement du monde. Et au milieu, des mots qui n'ont plus le droit d'être vagues. Menace, autorité, réponse, continuation. Le pouvoir ne gouverne plus un pays. Il gouverne une minute. Mais ce mécanisme a une faille, et le prompt l'exige. Une décision doit être montrée comme contre-productive. Parce que le réflexe du pouvoir, quand il se durcit, peut attaquer son propre socle, la confiance. Dans les jours qui suivent, un autre choix s'impose, souvent sans être présenté comme un choix. Élargir la surveillance. Multiplier les arrestations préventives, étendre les outils d'enquête, traiter l'ombre comme si elle était déjà une preuve. Ce mouvement, justifié par l'urgence, peut produire un effet secondaire corrosif. Une partie de la population se sent regardée non comme citoyenne, mais comme suspecte. Et quand l'État confond vitesse et soupçon, il gagne peut-être quelques filets de sécurité, mais il risque de perdre quelque chose de plus rare. L'adhésion volontaire. C'est là que la Shindan vacille, exactement comme le demande le template. Parce que la légitimité, ce n'est pas seulement le droit de décider. C'est la croyance collective que la décision est juste, proportionnée et dirigée vers le danger réel. Or, après un choc, le danger est partout dans les têtes, donc le pouvoir est tenté de frapper large. Et frapper large, c'est parfois frapper à côté. On le voit dans les détails, dans le quotidien qui change de texture. Des contrôles qui durent. Des fils qui s'allongent. Des questions qu'on n'avait jamais posées. Des papiers qu'on demande soudain. Et dans les regards, quelque chose de nouveau. La perception que l'État, pour protéger, peut aussi pénétrer. La frontière entre sécurité et intrusion devient floue, et ce flou nourrit la fatigue politique. En parallèle, une autre décision s'approche, comme une ombre longue, donner une base légale à la force. Le Congrès adopte rapidement une autorisation d'usage de la force militaire contre les responsables des attaques. Elle devient loi le 18 septembre 2001. C'est le moment où l'urgence se transforme en architecture. Ce n'est plus « on réagit ». C'est « on entre dans une époque ». Et une époque, ça a besoin d'ennemis définis, de frontières mentales, de budget, de récits, de promesses de victoire. Voilà le réflexe du pouvoir, ordre, exception, coalition et extension des outils. Il rassure parce qu'il donne une forme. Il inquiète parce qu'il peut devenir permanent. Et surtout, il met une pression immense sur une chose invisible, la confiance. Quand le pouvoir se durcit, il stabilise la peur, mais il peut aussi la déplacer. Et à partir de là, le jeu change. Il y a un moment, après un choc, où l'État cesse de gérer et commence à entrer en guerre. Pas forcément une guerre au sens classique. Une guerre au sens où le temps normal n'existe plus, où les décisions ne sont plus réversibles, où l'on ne cherche plus seulement à protéger, mais à transformer le monde pour que cela ne puisse plus arriver. Le tournant, le vrai turning point, c'est quand la crise cesse d'être un événement et devient un cadre. Quand le pouvoir comprend que le danger n'est pas seulement ce qui a frappé, mais la possibilité que cela se répète, ailleurs, sous une autre forme. Dans un autre délai. À ce moment-là, la logique bascule. On n'attend plus de comprendre complètement pour agir. On agit pour empêcher l'inconnu. Et empêcher l'inconnu, c'est toujours agir large. Dans les jours qui suivent, le langage lui-même change de texture. On ne parle plus comme dans une salle de crise. On parle comme dans une salle de guerre. Les mots deviennent des outils de mobilisation. Ennemi, front, traque, réseau, cellule. Et ce glissement n'est pas seulement rhétorique. Parce qu'une démocratie ne peut pas soutenir longtemps un régime d'exception sans lui donner une justification durable. Alors elle fabrique un récit de durée. Et un récit de durée appelle des actes de durée. Premier mini-hook, le pays ne demande plus « que s'est-il passé ?» Il demande « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et la question « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» est la plus dangereuse parce qu'elle n'a pas de plafond naturel. Voici l'action, sans retour, celle qui verrouille la trajectoire. Ce n'est pas une frappe. Ce n'est pas une arrestation. C'est une délégation. Une autorisation large, donnée pour poursuivre, frapper, démanteler, partout où l'on désigne les responsables, leur soutien, leur refuge. Quand une nation se donne ce type de mandat, elle change de régime mental.
Elle accepte que la réponse sorte de la parenthèse du 11 septembre et s'étale dans le temps. Et une fois que la réponse s'étale dans le temps, elle s'étale aussi dans l'espace. Deuxième mini-hook. Ce jour-là, la riposte devient un système. Et un système, par définition, continue même quand l'émotion baisse. Parce qu'aussitôt, la mécanique institutionnelle se met à produire des conséquences secondaires. Les agences se réorganisent. Les frontières deviennent des filtres. Les aéroports deviennent des postes avancés. Les données deviennent des armes silencieuses. Et dans ce nouvel environnement, un détail est crucial. La menace est définie de manière asymétrique. Un État se bat contre quelque chose qui n'est pas un État. Donc il cherche des signes. Il cherche des patterns. Il cherche des profils. Il cherche des liens. Et quand on cherche des liens dans l'urgence, on en trouve partout. Troisième mini-hook. La force brute ne suffit pas contre une ombre. Alors on élargit la lumière. Et plus on élargit la lumière, plus on risque d'éclairer des innocents. C'est là que la crise devient ingouvernable au sens profond. Non pas parce que l'État est impuissant, mais parce qu'il est pris dans une contradiction insoluble. D'un côté, il doit rassurer, montrer qu'il contrôle, qu'il anticipe, qu'il neutralise, que la prochaine attaque sera empêchée. De l'autre, il doit rester fidèle à ce qui fonde la confiance démocratique, la proportion, la preuve, la limite. Et la limite est difficile quand le danger n'a pas de forme stable. Chaque mesure renforce la sécurité, mais ponctionne un peu de normalité. Chaque barrière protège, mais ralentit. Chaque extension de surveillance détecte peut-être une menace, mais fabrique aussi une fatigue morale. Et la fatigue morale est un terrain fertile. Elle nourrit le soupçon, elle nourrit la polarisation, elle nourrit le besoin de récits simples. Quatrième mini-hook. Après le choc, le pays ne se divise pas d'abord sur ce qu'il a vu. Il se divise sur ce qu'il accepte de devenir. Et voici la scène d'affrontement à distance, TCH, sans héroïsme, sans spectacle. Un écran. Une carte. Pas une carte touristique, une carte de zone, de relief, de frontières. Un rectangle de terre lointaine où l'on place des points et des noms comme on place des hypothèses. Dans une salle, des responsables parlent bas, parce que la certitude n'est pas encore totale, mais la décision doit l'être. On discute de cibles comme on discute de risques, avec une froideur qui n'est pas de la cruauté, mais de la nécessité administrative. Et à des milliers de kilomètres, dans un autre lieu, d'autres hommes regardent aussi des cartes, d'autres écrans, d'autres messages. Ils n'ont pas la même puissance matérielle, mais ils ont un avantage. Ils n'ont pas à protéger une société ouverte. Ils n'ont pas à convaincre une opinion publique. Ils n'ont pas à maintenir des règles stables. Ils peuvent se dissoudre. C'est ça, l'affrontement à distance. Ce n'est pas une bataille rangée. C'est une guerre de structure. Une structure lourde, visible, responsable, qui doit se justifier. Et une structure légère, invisible, qui doit seulement survivre. Cinquième mini-hook. Dans cette configuration, chaque camp a un piège. L'ombre peut se cacher partout. La lumière, elle, peut aveugler. Et plus le temps avance, plus l'État est tenté par une stratégie simple. Réduire l'incertitude par la force, réduire le risque par l'extension. Réduire le doute par la certitude affichée. Mais la certitude affichée n'est pas la certitude réelle. Alors la parole officielle, pour tenir, doit parfois devenir plus dure que la réalité qu'elle maîtrise. Et quand la parole devient plus dure, la confiance devient plus fragile. Parce qu'il y a un dernier coup, plus discret que l'essence, plus discret que les fils d'aéroport, plus discret que les caméras. Le coup de la suspicion. Quand on vit longtemps dans un régime où l'exception est normale, on finit par regarder le quotidien comme un terrain de menace. On regarde un sac comme un problème. Un silence comme un signe. Un accent comme une possibilité. Et cette transformation-là est un poison lent. Elle change la relation entre citoyens, elle change la relation au pouvoir. Elle change l'idée même de ce que signifie être ensemble. On fait une pause, courte, nette, parce qu'un film de nuit a besoin d'un point fixe. Jusqu'ici. On a vu comment un matin ordinaire s'est transformé en rupture de synchronisation, quand le réel a frappé plus vite que l'information. Et quand l'information, arrivée en fragments, a forcé des gens à décider avec une carte incomplète, pendant que d'autres, au sol, ne comprenaient pas encore ce qu'ils voyaient. On a posé le décor physique et humain. Une ville verticale, des couloirs invisibles dans le ciel. Des flux qui semblent naturels jusqu'au jour où ils se cassent, et des rôles qui se heurtent. Contrôleur, cockpit, passager, secours. Chaîne de sécurité, sommet politique. Chacun avec une intention, une contrainte, un angle mort, et surtout cette vérité qui fait peur en temps réel.
Personne ne tient l'ensemble du puzzle au moment où il faudrait le tenir. On a suivi le premier engrenage matériel. Fermer le ciel, ce geste logistique gigantesque qui protège et qui, en même temps, révèle la fragilité d'un pays dépendant de tuyaux invisibles, puis on a vu la propagation. Le risque se reprisse, la prudence devient contagieuse. L'attente se transforme en coût, les stocks et les décisions microéconomiques s'additionnent en choc secondaire. Et l'incertitude devient plus chère que l'événement lui-même. On a vu ensuite le réflexe du pouvoir, donner une forme à la panique par l'ordre, l'exception, la coalition, l'extension d'outils. Avec une tension centrale qui ne disparaît jamais, sécurité contre continuité, et avec cette question empoisonnée derrière chaque mesure. Jusqu'où faut-il aller pour empêcher ce qui pourrait recommencer, sans casser la confiance qui fait tenir une société ouverte? On a compris enfin le basculement le plus lourd. La crise cesse d'être un événement et devient un cadre. La réponse cesse d'être une parenthèse et devient une architecture. Et quand une architecture s'installe, elle change les gestes, les coups, les regards, et parfois même la définition de ce que signifie « normal ». Parce que le normal n'est pas un décor, c'est une habitude partagée. Si tu es encore ici, tu n'es pas venu pour consommer un drame. Si tu es encore ici, tu es quelqu'un de la nuit. Et tu sais que la partie la plus importante d'une histoire n'est pas toujours celle qui fait du bruit, mais celle qui laisse une poussière invisible dans la tête des gens, celle qui reprogramme les réflexes, les peurs, les soupçons et les silences. Alors je te préviens, la suite est la plus effrayante, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est intime et durable. Parce qu'elle montre le moment où la peur ne se contente plus de traverser un pays comme une onde, mais commence à réorganiser la société de l'intérieur. Jusqu'à ce que la confiance, cette infrastructure invisible, se fissure et que chaque détail du quotidien devienne un signal. La peur ne devient pas dangereuse quand elle crie. Elle devient dangereuse quand elle s'installe dans les gestes ordinaires, quand elle transforme le quotidien en système d'alarme. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement l'économie qui ralentit, ni seulement le pouvoir qui durcit. C'est la société qui change de peau, sans vote, sans décret, par imitation. Première scène, très simple. Une supérette de quartier, porte vitrée, lumière blanche, frigo qui ronronne, radio en fond. Il est encore tôt, mais déjà il y a une file. Pas la file du matin, la file qui n'a pas de raison. Des gens tiennent des paniers trop pleins pour une journée normale. Eau en bouteille. Pots. Conserves. Piles. Et surtout, ce produit banal qui devient soudain un talisman. Le papier, le stock, la preuve qu'on ne sera pas pris au dépourvu. La caissière scannée, plus vite, sans lever les yeux, parce qu'elle sent que chaque seconde est chargée. Un homme derrière elle répète, à voix basse, ce qu'il a entendu, sans savoir d'où ça vient. Ils disent que ça pourrait recommencer. Personne ne lui demande la source. Parce que dans une foule inquiète, la source n'est pas une exigence. La source, c'est la peur partagée. Et là, tu vois le moment précis où la foule change d'état. Au début, c'est une addition de clients. Puis quelqu'un dit une phrase, un détail, un « on m'a dit », et l'air se tend. Les mains se resserrent sur les paniers. Les épaules se rapprochent. Les gens ne regardent plus les produits, ils regardent les autres. Et ce regard suffit. Parce qu'un comportement devient une information. Si l'autre stocke, c'est qu'il sait. Si l'autre sait, moi je dois faire pareil. La peur devient une logique, et la logique devient une ruée. Ce n'est pas une pénurie qui crée la panique. C'est la panique qui fabrique la sensation de pénurie. Voilà le mécanisme. La confiance, ce n'est pas une émotion privée. C'est une infrastructure collective, comme une route, comme un réseau électrique. Quand elle fonctionne, personne ne la voit. Tu n'y penses pas quand tu achètes ton pain, quand tu prends un métro, quand tu passes une carte bancaire. Tu supposes que ça va tenir. Tu supposes que l'autre se comporte normalement. Tu supposes que les règles sont stables et que les institutions savent. Mais quand cette infrastructure se fissure, tout devient lourd. Les gestes doivent être sécurisés. Les intentions doivent être interprétées. Les inconnus deviennent des variables. Et c'est là qu'apparaît le symbole. Pas une statue. Pas un drapeau. Un objet plus froid, plus quotidien, plus toxique parce qu'il circule vite. La une d'un journal, posée sur un comptoir, répétée sur un écran. Reprise par une voix. Un titre énorme, noir, simple, qui réduit un événement complexe à une phrase qui tient dans la tête. Ce symbole-là fait deux choses en même temps. Il informe et il ordonne une émotion. Il dit au pays ce qu'il doit ressentir et surtout ce qu'il doit craindre. Il transforme la nuance en certitude. Il fige l'instant. Et quand l'instant est figé, la société commence à se comporter comme si l'instant allait durer. Deuxième scène,
encore plus intime. Un immeuble résidentiel. Une cage d'escalier qui sent la lessive. Une porte s'ouvre, un voisin sort les poubelles, l'autre passe avec un sac, et ils se regardent comme on ne se regardait pas hier. Pas avec haine. Avec une question dans les yeux. Qui es-tu quand le monde devient dangereux? Un homme baisse la voix pour parler au téléphone, alors qu'il n'a rien à cacher, mais il a besoin de contrôler le son. Une mère serre son enfant un peu plus fort sur le trottoir, non pas parce qu'elle voit un danger, mais parce qu'elle imagine que le danger peut se cacher dans la normalité. Et sur un balcon, quelqu'un a laissé la télévision allumée, volume trop fort, comme si le bruit devait remplir le silence. Dans ce moment-là, ce n'est pas la violence qui change la société. C'est la suspicion. Parce que la suspicion est un réflexe d'autodéfense qui s'auto-entretient. Elle pousse les gens à chercher des signes, à interpréter des détails, à classer les corps, les accents, les visages, les vêtements, comme si le monde était soudain une énigme à résoudre à la hâte. Et ce classement est une erreur mécanique. On croit réduire le risque, mais on fragmente le tissu social, on crée des lignes de fracture. On rend la confiance plus rare, donc plus chère. Là, tu comprends pourquoi le pouvoir, même quand il veut rassurer, peut involontairement accélérer la brisure. Parce que quand l'État durcit, il envoie aussi un message implicite. Le danger est partout. Et si le danger est partout, alors chacun devient un agent de sécurité improvisé. Chacun surveille. Chacun soupçonne. Chacun se protège. Et dans cette multiplication de microprotections, la société produit un macro-effet. Elle devient plus nerveuse, plus rigide. Plus prête à croire une rumeur qu'une nuance. Ce mécanisme est terriblement moderne. Il ne dépend pas seulement des armes. Il dépend de la vitesse. La vitesse des images, la vitesse des titres, la vitesse des conversations, la vitesse de la répétition. La répétition, surtout. Parce que quand tu vois la même scène encore et encore, tu ne la comprends pas mieux. Tu te y habitues. Et l'habitude, ici, ne calme pas. Elle installe une peur durable, une peur qui s'assoit à table, une peur qui accompagne au travail, une peur qui transforme un contrôle en rituel. Caucho. À partir de là, le pays ne vit plus seulement dans l'après-coup. Il vit dans l'anticipation. Domino, ce n'est pas le chaos. Le chaos est bruyant. Le domino, lui, est logique. Il a la forme d'une suite de gestes raisonnables qui deviennent catastrophiques quand tout le monde les fait en même temps. Domino A. Le choc s'imprime dans les corps, et le pays cherche une sortie immédiate. Réduire le risque, tout de suite, sans attendre une explication complète. Dans une entreprise, on annule les déplacements. Dans une école, on demande aux parents de venir plus tôt. Dans une famille, on rappelle tout le monde, on vérifie. On fait l'inventaire des proches comme on ferait l'inventaire d'une maison après un tremblement de terre. Ce n'est pas irrationnel. C'est humain. Mais dans ce geste humain se cache une bascule. Quand on ne sait plus, on se replie. Et dès que le repli commence, le monde extérieur devient suspect. Domino B. Le repli produit une tension sur les réseaux. Les lignes téléphoniques saturent. Les systèmes d'information se remplissent de demandes, de confirmations, de « tu as des nouvelles », de « dis-moi que tu es vivant ». Et la saturation a un effet pervers. Elle fabrique du silence. Pas le silence apaisant, le silence technique, celui qui ressemble à une absence. Quand l'appel ne passe pas, l'esprit n'imagine pas le réseau est saturé. Il imagine le pire. Et le pire, imaginé par millions, devient une force sociale. C'est ici que le domino accélère. Une panne ou une saturation n'est plus un incident. Elle devient une preuve émotionnelle. Et cette preuve émotionnelle pousse à un autre geste, encore une fois compréhensible, se mettre en mouvement. Domino C. Quand des milliers de personnes se mettent en mouvement en même temps, les couloirs de la ville se transforment en goulots. Ponts. Tunnels. Avenues. Stations. Les mêmes artères qui, le matin, transportaient la routine, deviennent des tuyaux de fuite. Et plus ces tuyaux se remplissent, plus l'angoisse monte, plus les gestes deviennent abrupts. Et plus les gestes abrupts produisent des incidents secondaires. Bousculades, accidents, disputes, frictions entre inconnus. Ce n'est pas la violence qui domine. C'est la fragilité d'une société qui découvre que sa stabilité dépendait d'un rythme partagé. Voilà les trois dominos, le repli, la saturation, la congestion. A tire B. B tire C. Et aucune main centrale ne peut arrêter un domino une fois qu'il a pris de la vitesse, parce que chaque pièce tombe à l'échelle individuelle. Et l'ensemble tombe à l'échelle collective. Maintenant, l'action de TQ, celle qui semble prudente mais qui blesse le système. C'est le geste du stock. Pas l'achat normal. L'achat de survie.
Une personne qui remplit un chariot se dit « Je protège ma famille ». Une seconde voit le chariot et se dit « Il sait quelque chose ». Une troisième voit les étagères se vider et se dit « Je vais manquer ». Et en quelques heures, un quartier entier se comporte comme si la pénurie était là, même si la pénurie n'existait pas encore. Le geste individuel, isolément, est rationnel. Mais additionné, il crée ce qu'il voulait empêcher, la rupture. Le système logistique, déjà ralenti, doit absorber une demande artificielle. Les travailleurs doivent gérer des pics, les livraisons se désorganisent. Les stocks tampons fondent. Et plus on voit les stocks fondre, plus on accélère. La protection devient une attaque involontaire contre la continuité. Dans le même mouvement, un autre autosauvetage apparaît, se protéger en surveillant. On suspecte un sac, un visage, un accent, un comportement. On appelle pour signaler. On photography. On repeat. Le citoyen devient capteur, mais un capteur sans filtre. Et quand des millions de capteurs sans filtre produisent des signaux, les institutions doivent trier une mer de bruit. Exactement au moment où elles auraient besoin de clarté. L'autosauvetage crée une surcharge du système de sécurité, une surcharge qui prend du temps, et le temps, ce jour-là, est un luxe. Et maintenant, la scène d'implacable silence froid. La nuit tombe sur la ville, mais ce n'est pas une nuit normale. Les rues sont là, les feux sont là, les vitrines sont là. Et pourtant, quelque chose manque, le bruit de la continuité. Dans un appartement, une lampe éclaire une table où un repas a refroidi. Une chaise est tirée, personne ne s'assoit. La télévision reste allumée, volume bas, comme si l'on avait peur d'entendre trop fort ce qu'on sait déjà. Dehors, un carrefour habituellement vivant semble figé, comme une photo. Un taxi passe, vide, lentement, sans klaxon. Dans une cage d'escalier, on n'entendait pas, puis plus rien. Le silence n'est pas l'absence d'activité. C'est l'absence de confiance. C'est là que tu comprends la nature du domino. Il ne détruit pas seulement des bâtiments, il détruit la sensation d'un monde prévisible. Il remplace la routine par l'anticipation, la nuance par le réflexe, la patience par l'urgence. Et quand cette substitution s'installe, même temporairement, elle modifie ce qu'un pays accepte, ce qu'il tolère, ce qu'il réclame. Parce qu'à la fin, le domino a un dernier effet. Il pousse tout le monde vers le même besoin. Un besoin simple, presque archaïque, que quelqu'un reprenne la main. Que quelqu'un dise « voilà la règle ». Que quelqu'un transforme l'inconnu en cadre. Et c'est précisément à cet instant que l'histoire bascule vers l'irréversible. On arrive au point de non-retour. Il y a un instant où une société comprend que revenir comme avant n'est plus une option. Pas parce qu'elle l'a décidé. Parce que le réel a franchi une porte, et qu'une fois cette porte franchie, même si tu refermes, tu sais qu'elle existe. Le point de non-retour n'est pas seulement un fait matériel. C'est un basculement intérieur. Le moment où tu comprends que l'événement n'est pas fini quand l'événement s'arrête. Il continue dans la tête, dans les règles, dans les gestes, dans les budgets, dans les regards. Première scène. Un hall d'immeuble, quelque part à Manhattan, ou dans une avenue où les gens marchent sans destination claire. La lumière est sale, filtrée par la poussière en suspension. Ça ne ressemble pas à une ville. Ça ressemble à une pièce où l'on aurait renversé un sac de cendres. Les silhouettes avancent lentement, certaines couvertes d'un gris qui efface les couleurs. Des chaussures crissent au sol. Un homme tient sa veste devant son visage, comme si un morceau de tissu pouvait servir de frontière. Une femme regarde son téléphone, pas pour lire, pour espérer qu'il sonne. Et autour, il n'y a pas de panique spectaculaire. Il y a l'autre panique, la plus inquiétante, celle qui rend silencieux. Le silence, ici, n'est pas une absence de bruit. C'est une présence. Une présence lourde, presque physique. Tu entends les pas, tu entends des respirations, tu entends parfois une sirène lointaine. Mais tu n'entends plus la ville. Tu n'entends plus ce bruit constant qui dit « on continue ». Et sans ce bruit, la ville devient étrangère. Dans ce hall, un détail banal devient symbole. Une affiche de sécurité, une pancarte, quelque chose qui, hier, était invisible. Aujourd'hui, tu la vois comme on voit une instruction dans un incendie. Tu te rends compte d'une chose terrible. Les phrases qui servaient pour les exercices n'étaient pas faites pour le réel. Le réel ne suit pas un schéma. Le réel déborde. Et quand le réel déborde, les gens cherchent des signes partout, même dans des papiers collés au mur. À ce moment, le cerveau fait un calcul que personne ne formule à voix haute. Si ceci peut arriver ici, alors rien n'est totalement ici. Tout peut venir. La frontière entre loin et près se casse. La géographie mentale s'effondre. Et c'est exactement ça, le point de non-retour,
la perte de l'échelle. Deuxième scène. Une salle de rédaction, ou une pièce où la télévision tourne en boucle, ou un coin de bar où des inconnus se retrouvent face au même écran. Les images reviennent, encore. Elles n'expliquent rien de plus, mais elles s'impriment davantage. On ne regarde plus pour comprendre. On regarde pour vérifier que c'est arrivé. Comme si le monde avait besoin d'une répétition pour accepter la réalité. Et dans cette répétition, la société se met à fabriquer une mémoire instantanée. Un événement devient un symbole national avant même d'être un chapitre d'histoire. Le symbole est partout, mais pas sous forme d'analyse. Sous forme de boucle. Et la boucle crée une vérité émotionnelle. Nous avons été atteints au cœur. Cette vérité émotionnelle est puissante. Elle rassemble. Mais elle exige aussi une réponse qui ne soit pas petite. Parce que quand tu es atteint au cœur, tu ne veux pas une réponse technique. Tu veux une réponse existentielle. C'est ici que les deux logiques, sécurité totale et continuité, cessent d'être un débat abstrait. Elles deviennent un choix de civilisation. Si tu choisis la sécurité totale, tu acceptes de ralentir le monde, de filtrer, de surveiller, de durcir. Si tu choisis la continuité, tu acceptes de vivre avec un risque résiduel, de ne pas tout contrôler, de laisser la société respirer. Mais dans l'instant, après une blessure, ce choix n'a pas la même symétrie. Parce que la peur a une voix plus forte que la nuance. Et alors, le point de non-retour prend sa forme la plus nette. Le pays commence à demander des règles nouvelles. Même s'il ne sait pas encore lesquelles. Il demande des contrôles. Il demande des barrières. Il demande une promesse. Et une promesse, en politique, se paie toujours. Elle se paie en argent, en loi, en institutions, en habitudes. Elle se paie en liberté parfois. Elle se paie en temps, surtout. Revient au premier hall, à la poussière, au silence. Un homme s'arrête. Il regarde derrière lui, puis devant, comme s'il cherchait un repère. Mais il n'y a pas de repère, parce que les repères sont morts avec la routine. Et c'est là que tu comprends, une société n'est pas seulement faite de valeurs. Elle est faite de répétition. Quand la répétition se brise, l'identité vacille. Le point de non-retour, c'est aussi une nouvelle manière de regarder l'autre. Avant, l'autre était un passant. Après, l'autre peut être un risque potentiel ou un compagnon de peur. Deux options, et les deux peuvent coexister dans la même seconde. On peut tendre une bouteille d'eau à un inconnu et, une minute plus tard, se demander si ce même inconnu est sûr. Cette ambivalence est le marqueur d'une époque qui commence. Et c'est exactement ça, le payoff. Tu ne sors pas seulement d'un événement avec des ruines. Tu sors avec un nouvel instinct collectif. Un instinct qui dit « et si ?» Et ce « et si » va écrire des lois, déplacer des budgets, réorganiser des agences, redessiner des frontières mentales. Et justifier des guerres lointaines. L'événement s'est produit en quelques heures. Mais ses conséquences vont durer parce que le point de non-retour n'est pas un moment. C'est une direction. Une dernière ligne de silence, froide, comme un couvercle. Dans un appartement, tard, quelqu'un éteint la télévision. Et dans le noir, ce n'est pas la paix qui arrive. C'est l'après. Un après où le monde ne ressemble plus au matin. Le 11 septembre ne s'achève pas quand la journée s'achève. Il commence, politiquement, économiquement, socialement. Et maintenant, on va suivre ce qui vient après un point de non-retour, la transformation en conséquences. Les conséquences d'un choc comme celui-là ne tombent pas en une seule pièce. Elles tombent en 3 couches. La première est immédiate, visible, presque physique. La deuxième est institutionnelle, silencieuse, et elle dure. La troisième est culturelle. Elle modifie ce qu'une société imagine possible et donc ce qu'elle accepte. Première couche, l'immédiat. Dans les heures et les jours qui suivent, le pays vit dans un mélange étrange de vitesse et de lenteur. Vitesse des images, vitesse des annonces, vitesse des décisions d'urgence. Mais lenteur du quotidien. Les déplacements deviennent compliqués, les contrôles deviennent omniprésents. Les communications restent marquées par une fatigue collective. Les gens cherchent des proches, cherchent des informations, cherchent surtout un récit stable. Parce qu'après un choc, le besoin principal n'est pas seulement la sécurité. C'est le sens. Et quand le sens manque, la rumeur le remplace. L'économie, elle, encaisse d'abord par les zones directement touchées, puis par propagation. Pas seulement les grandes compagnies. Les petits métiers autour des flux, restauration, hôtel, transport, maintenance, services. Chaque annulation de voyage devient une annulation de revenus pour quelqu'un. Chaque décision prudente devient une petite pression sur un autre secteur. Et le pays découvre que la résilience n'est pas un slogan.
c'est une addition de milliers de petits équilibres qui peuvent se décaler en même temps. Mais l'immédiat a aussi une conséquence émotionnelle brutale, l'unité par la blessure. On se serre. On se reconnait. On se parle différemment. Pendant un moment, la nation se tient comme on tient une famille après un accident. Cette unité est réelle. Elle est aussi fragile parce qu'elle est née de la peur, pas d'un accord. Et ce qui est né de la peur peut, plus tard, produire des fractures. Deuxième couche, l'institutionnel. C'est là que l'événement devient architecture, comme on l'a dit, et que la société paie un prix en habitude. Quand un État subit ce type de choc, il fait ce que font tous les États, il restructure. Il réorganise ses agences, ses priorités, ses budgets, ses compétences. Il crée des outils. Il agrandit des champs d'action. Il consolide des chaînes de commandement. Il transforme la prévention en système permanent. Et surtout, il modifie le rapport entre liberté et sécurité, pas en théorie, mais en pratique. Contrôle, filtrage, surveillance, procédure. Base de données, coordination entre services. Ce changement institutionnel a deux effets paradoxaux. Effet numéro 1, il rassure. Il donne une impression de maîtrise. Il dit « Nous avons appris. Nous nous adaptons. Nous ne serons plus pris au dépourvu. » Cela crée une forme de calme administratif. Effet numéro 2, il nourrit la suspicion. Parce qu'un outil créé pour une urgence est tentant à utiliser pour d'autres urgences. Parce qu'un pouvoir qui a découvert qu'il pouvait aller plus loin aura toujours une raison de vouloir aller encore un peu. Et parce que la définition de « menace » peut s'élargir. Une menace peut être un groupe, puis un comportement, puis un discours, puis une atmosphère. C'est ainsi que l'exception devient une normalité technique, et que la normalité technique devient une nouvelle culture politique. Dans ce cadre, la justice et la sécurité entrent dans une zone grise. On veut agir vite, mais la vitesse n'aime pas le doute. On veut prévenir, mais prévenir exige de détecter, et détecter exige de classer. Et classer des humains est toujours dangereux, parce qu'on croit réduire le risque en simplifiant le monde, alors que le monde est complexe. La conséquence institutionnelle la plus lourde, parfois, n'est pas une loi particulière. C'est le changement de réflexe. Préférer trop à pas assez, préférer large à ciblé, préférer au cas où à avec preuve. Ce réflexe s'installe comme une seconde nature. Troisième couche, le culturel. Celle-là est lente, mais elle dure le plus. D'abord, le 11 septembre change la géographie mentale. Avant, le danger était ailleurs. Après, le danger devient une possibilité intérieure. Et cette possibilité intérieure transforme les relations. On observe davantage, on anticipe davantage, on interprète davantage. Une société qui interprète davantage devient une société plus nerveuse. Ensuite, il change la manière de consommer l'information. Les images en boucle deviennent une matrice de mémoire. La répétition fabrique une vérité émotionnelle durable. Et cette vérité émotionnelle influence des générations. Elle devient un repère, une ligne de séparation, un avant-après. Le problème, c'est qu'une mémoire construite par des boucles est souvent plus intense que nuancée. Elle privilégie le symbole sur le mécanisme. Or, un symbole est puissant, mais un symbole peut aussi être utilisé. Enfin, il change l'identité. Parce qu'une nation blessée cherche une narration protectrice. Elle cherche des héros, des responsables, des explications simples. Elle cherche un « nous » plus net, parfois au prix d'un « eux » plus dur. Et c'est ici que les fractures peuvent naître, entre sécurité et liberté, entre unité et pluralité, entre protection et stigmatisation. Le choc crée de la cohésion à court terme, puis il met une pression sur les lignes invisibles à long terme. Voilà la structure des conséquences, immédiates, institutionnelles, culturelles. Et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ne sont pas seulement des réponses à un événement. Elles sont des réponses à une possibilité, la possibilité que le monde soit moins prévisible qu'on ne l'avait admis. Et quand une société accepte cette possibilité, elle change sa manière de vivre. Le 11 septembre n'a pas seulement transformé des procédures. Il a transformé l'idée même de normalité. Et maintenant, il faut regarder le motif plus profond derrière tout ça, le pattern revéal. Si on retire les images, si on retire les slogans, si on retire même les dates, il reste un motif. Un motif simple, mais vertigineux. Dans un monde moderne, la puissance ne dépend pas seulement de la force. Elle dépend de la synchronisation. Le 11 septembre le prouve comme une expérience cruelle. Ce n'est pas un choc plus fort que l'État. C'est un choc plus rapide que l'État. Et quand un événement va plus vite que la compréhension collective, il crée un avantage stratégique pour celui qui l'a déclenché.
Pas parce qu'il contrôle tout. Parce qu'il contrôle le tempo. Voilà la logique cachée. Une société ouverte fonctionne grâce à des flux. Flux d'avions. Flux d'informations. Flux de biens. Flux de confiance. Et ces flux reposent sur une hypothèse tacite. La majorité des jours sont normaux, donc les procédures, les réseaux. Les routines ont le temps de s'ajuster. Le terrorisme, ce jour-là, attaque exactement cette hypothèse. Il attaque le fait que la normalité a une inertie et que l'inertie a toujours un délai. C'est pour cela que la première arme du 11 septembre n'est pas seulement un avion. C'est le décalage. Le décalage entre ce qui se passe et ce que l'on croit. Le décalage entre ce que l'on croit et ce que l'on décide. Et le décalage entre ce que l'on décide et ce que l'on peut exécuter. 3 décalages qui se nourrissent. Et maintenant, regarde ce que ce motif produit, presque automatiquement, dans toute démocratie moderne. Première conséquence du motif, la tentation de l'exception permanente. Quand tu as été surpris, tu veux ne plus l'être. Alors tu élargis. Tu surveilles. Tu filtres. Tu renforces. Tu crées des marges de sécurité. Mais une marge de sécurité a un prix, et une fois qu'elle existe, elle devient difficile à réduire. Parce que réduire la marge ressemble toujours à prendre un risque. Donc l'exception s'installe. Pas forcément parce que le pouvoir est mauvais. Parce que le pouvoir est traumatisé. Deuxième conséquence du motif, la transformation de la confiance en ressource rare. Avant, la confiance était le default. Après, la confiance devient conditionnelle. On ne fait plus confiance, par défaut, on fait confiance après vérification. Or, vérifier prend du temps, coûte de l'argent et ralentit la vie. Donc le pays se met à payer un coût structurel pour se sentir en sécurité. Et ce coût structurel se répartit inégalement. Les plus puissants paient avec des budgets, les plus fragiles paient avec des heures de fil. Des humiliations discrètes, une fatigue morale. Troisième conséquence du motif, l'identité devient un système de défense. Quand on ne peut pas contrôler le tempo du danger, on contrôle le récit. On contrôle le « nous ». On durcit les frontières mentales. On cherche des signes de loyauté. On réclame des démonstrations d'appartenance. Et cela, à long terme, peut être plus destructeur qu'une crise économique, parce que ça fissure la cohabitation. Mais voici le point le plus important, celui que les images cachent. Le 11 septembre n'est pas seulement une journée qui arrive. C'est une journée qui révèle un type de vulnérabilité qui ne concerne pas seulement un pays. Elle concerne tous les systèmes complexes. Plus un système est efficace, plus il est dépendant de la continuité. Plus il est dépendant de la continuité, plus il souffre quand on brise le rythme. C'est la loi des réseaux modernes. La performance a un revers, et ce revers, c'est la fragilité au choc rapide. C'est pour cela que l'histoire du 11 septembre, racontée heure par heure, n'est pas une obsession morbide. C'est une leçon de structure. Une leçon sur la vitesse, sur l'information, sur les procédures, sur la psychologie collective. Une leçon sur la manière dont un événement peut vaincre sans vaincre, simplement en forçant l'adversaire à se transformer. Et c'est là, peut-être, la définition la plus froide du motif. Le terrorisme ne cherche pas seulement à tuer. Il cherche à remodeler les budgets, à remodeler les lois, à remodeler les habitudes, à remodeler les imaginaires. Quand il y parvient, même partiellement, il obtient une victoire différée. Il oblige une société ouverte à payer un prix permanent pour un choc momentané. Le 11 septembre est une attaque sur la synchronisation, et ses conséquences sont une bataille sur la normalité. Et maintenant, la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait de cette leçon, 20 ans après, quand le monde va encore plus vite? On arrive à la fin de notre nuit. Pas à la fin de l'histoire, parce qu'une histoire comme celle-là ne finit pas. Elle se déplace. Elle change de forme. Elle devient un réflexe collectif, une architecture, une manière de regarder le monde. Si on résume sans trahir, on peut le dire simplement. Ce jour-là, l'événement a été plus rapide que la compréhension. La compréhension a été plus lente que la peur. Et la peur a été plus rapide que les règles. Alors le pays a fait ce que font les sociétés modernes quand elles sont blessées. Il a tenté de reprendre la main en ralentissant le monde, en élargissant les outils, en transformant l'urgence en cadre. Mais la leçon la plus dure n'est pas militaire. Elle est humaine. Quand la routine meurt, on cherche des certitudes, même mauvaises. On cherche des coupables, même trop larges. On cherche des règles, même coûteuses. Et parfois, on finit par confondre protection et transformation. On croit qu'on se protège, alors qu'on se reprogramme. Alors voilà le rituel de fin, celui qu'on garde pour les nuits de l'histoire.
Ce que tu viens d'entendre n'est pas une invitation à la peur. C'est une invitation à la lucidité. Parce qu'un système ne devient plus solide en niant sa vulnérabilité. Il devient plus solide en la comprenant. Et maintenant, je te laisse avec une question qui dépasse le 11 septembre. Dans un monde où tout va encore plus vite, images, rumeurs, décisions, marchés, réseaux, qu'est-ce qui nous protège le mieux? Des outils plus durs, plus larges, plus permanents? Ou une société capable de garder la tête froide quand l'information arrive en fragments? Si tu veux, on peut continuer cette série de nuits avec une autre question, dans la même logique. Les jours où l'histoire a pris de vitesse les institutions et où le monde a changé parce que la synchronisation s'est brisée. Écris-moi en commentaire l'instant précis qui t'a le plus marqué dans cette chronologie. Le moment où l'on a compris que ce n'était pas un accident. Le moment où le ciel s'est arrêté, le moment où la confiance s'est fissurée. Ou le moment où tu as senti que revenir comme avant n'était plus possible. Et si tu veux une prochaine nuit, dis-moi aussi le thème que tu veux voir traité. Un autre heure par heure, une autre bascule. Un autre point de non-retour. Abonne-toi si tu veux que ces dossiers continuent. Parce que l'histoire n'est pas seulement ce qui est arrivé. L'histoire, c'est ce que nous acceptons de devenir après. Bonne nuit.